Aujourd'hui, je vais vous présenter les effets de l'immigration sur la société qui reçoit et sur la société qui perd. Et pour chacun d'eux, je vais vous présenter les points positifs et les points négatifs qui s'y rattachent. Il est très important de comprendre que les différentes vagues de migration qui se sont produites au cours des années ont beaucoup aidé le Québec à ouvrir son esprit. Et cette ouverture d'esprit s'est produite dans le sport, dans la gastronomie et dans la religion. Donc, dans les secondes qui suivent, je vais vous montrer quelques exemples concernant justement ces trois sujets. Premièrement, je vais commencer avec le soccer. Le soccer était autrefois l'un des sports les moins joués au Québec. Mais depuis 1997, c'est devenu le sport le plus joué au Québec avec 200 000 inscriptions par année. Et là, vous devez vous demander, oui, mais le hockey, c'est quoi? Et là, je vais vous répondre, le hockey, c'est 90 000 inscriptions. Donc, vous voyez que le hockey et le soccer n'est pas du tout au même niveau. Maintenant, je vais vous parler du baseball. Le baseball fut importé au Québec grâce à des étudiants de la Nouvelle-Angleterre qui voulaient venir ici étudier dans nos prestigieuses universités. Des Québécois, en les voyant jouer, auraient décidé de parler de ce sport à leurs collègues afin de pouvoir jouer entre eux, sans jouer avec les Anglais justement. Et c'est ainsi que ce sport s'est répandu dans tout le Canada. Maintenant, je vais vous parler un peu de la gastronomie. Autrefois, les plats qui étaient considérés exotiques étaient des plats qui venaient d'Afrique, d'Europe, d'Asie et parfois même du Sud. Mais grâce aux différentes vagues d'immigration qui se sont produites au cours des années, des plats qui étaient considérés comme tels ne sont plus. Car nous pouvons retrouver leur gastronomie dans toutes nos épiceries et nous pouvons aussi les retrouver dans des restaurants à chaque coin de rue. Donc cette nourriture n'est plus du tout spéciale parce que justement nous pouvons les retrouver partout où est-ce qu'on veut. Donc nous n'avons plus besoin d'aller dans le pays d'origine puisque nous pouvons le retrouver dans notre pays. Et finalement, je vais vous parler du dernier sujet, la religion. Autrefois, la Nouvelle-France était un pays... la Nouvelle-France était un territoire où la religion qui menait était le catholicisme. Mais grâce aux différentes vagues d'immigration qui se sont produites au Canada et au Québec, la religion par excellence ne fut plus le catholicisme, car notre peuple est devenu athée, et donc multiethnique. Donc dorénavant, lorsque nous marchons dans les rues, il est possible de voir d'autres églises telles que des églises musulmanes, bouddhistes, juives ou orthodoxes. Et c'est justement grâce aux différentes vagues d'immigration que le sport, la religion et la gastronomie ont pu se développer au Québec. Maintenant, je vais vous parler. Donc maintenant, dans la prochaine extrait de vidéo, je vais vous parler de la main-d'œuvre, de l'évolution de la main-d'œuvre au Canada. Je vais vous parler du point le plus important qu'on pense à l'immigration, c'est l'apport de main-d'œuvre. Et pourquoi elle est si importante? C'est parce qu'elle permet de combler des postes qui ne sont pas déjà occupés par des Québécois. Et le parfait exemple, c'est le travail dans les fermes. Aucun Québécois ne veut travailler dans les fermes pour la simple et bonne raison que le travail est beaucoup trop épuisant physiquement pour la faible rémunération que cela nous offre. Mais les Mexicains, eux, sont très contents d'y aller parce que ça leur permet d'avoir un meilleur salaire que dans leur pays d'origine et ils travaillent souvent moins fort au Canada qu'au Mexique. Donc cela ne leur présente que des avantages. Et en plus, dès qu'ils reviennent au Mexique, après leurs 6 mois de travail, ils peuvent soit partager leur argent avec leur famille ou la garder pour eux afin d'avoir un meilleur niveau de vie. J'ai cherché des statistiques sur internet et j'ai pu dénombrer que 340 000 immigrants viennent chaque année dans nos fermes afin de travailler justement dans nos fermes. Maintenant, maintenant que je vous ai parlé des points positifs, je vais vous parler malheureusement des points négatifs à l'immigration
dans nos sociétés. Au côté négatif de la chose, j'aimerais juste souligner que les immigrants amènent non seulement avec eux leur force de travail, mais amènent aussi leur intelligence et leur savoir-faire pour les industries et pour la société en général. C'est négatif de la chose. Je vais commencer avec la première idée qui me vient en tête, c'est le fait que les citoyens ont peur que les immigrants leur volent leur travail. Précédemment, je vous ai dit que certains immigrants prenaient le travail non désiré des citoyens, comme par exemple le travail dans la ferme. Mais qu'est-ce qui arrive si les immigrants prennent le travail qui est aimé par les citoyens? Et c'est exactement ça que je vais vous montrer dans quelques instants. Précédemment, dans les années de la Nouvelle-France, les gens travaillaient 6 mois la terre et travaillaient 6 autres mois dans la forêt afin de couper du bois. C'est de là dont vient beaucoup de fables telles que la chasse-galerie et beaucoup d'autres. Et depuis la révolte américaine pour leur indépendance, beaucoup d'habitants de la Nouvelle-Angleterre étaient venus s'installer au Canada. Et ceux-ci, qui n'avaient aucun travail, ont commencé à travailler, justement sur les champs et en forêt. Et donc, justement, les Canadiens français, en voyant ça, ne comprenaient pas parce qu'ils venaient voler leur travail sans leur permission. Donc, et c'est ainsi qu'il y a eu des bagarres entre ces deux ethnies et souvent il y avait des bassins de sang. Parce que les Canadiens français étaient en désaccord total, avec eux. Voilà. Je vais vous parler du deuxième exemple qui m'est venu en tête lorsque lorsque je disais que les citoyens avaient peur de se faire voler leur emploi par les immigrants. Cet exemple concerne un peu moins le Canada, étant donné que nous sommes 32 millions. En fait, cet exemple concerne et cible spécifiquement la France, étant donné qu'eux sont 60 millions et que leur taux de chômage est très élevé ces temps-ci. Et les Français ne comprennent pas pourquoi ils devraient faire entrer des réfugiés dans leur pays, étant donné que le taux de chômage est déjà très élevé. Et avec plus d'immigrants dans leur pays, leur taux de chômage ne fera qu'augmenter. Donc, afin de faire comprendre au gouvernement qu'ils sont en désaccord avec leur choix, commencent à faire de la discrimination raciale, en public et décident la plupart du temps à recourir à la force lorsque les immigrants ne veulent pas partir. Il y a beaucoup de racisme en France, et je tenais à le dénoncer en fait. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième conséquence. Cette conséquence est en relation avec le transfert de maladies. Lorsqu'une société ne connaît pas une certaine maladie, il est très probable que celle-ci soit néfaste pour eux. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque les Européens ont pour la première fois côtoyé des Amérindiens. En quelques mois, les Amérindiens sont presque tous morts, à l'exception de quelques milliers. Et moi, quand je parle de maladies, c'est des maladies qui sont très banales à nos yeux désormais, comme par exemple la grippe ou la varicelle. Mais pour les Amérindiens qui ne connaissaient pas ces maladies, celles-ci furent mortelles. Comme deuxième exemple, je vous parlerai de l'Ebola. Celle-ci est originelle d'Afrique. Donc, lorsque des Africains sont venus en Amérique, cette maladie s'est très rapidement répandue car les Américains ne possédaient pas les anticorps nécessaires pour lutter contre cette maladie. Donc, plusieurs d'entre eux moururent quelques jours, quelques semaines après la venue de ces Africains infectés. La troisième conséquence concerne beaucoup la langue. Étant donné que beaucoup d'immigrants parlent juste l'anglais, étant donné que c'est la langue d'excellence, beaucoup de Québécois commencent à avoir peur qu'il y ait juste des immigrants parlant anglais et non français. Beaucoup de gens justement commencent à croire que le français commencera à disparaître vu que le nombre de gens qui parlent anglais est constamment en hausse. Et c'est l'une des raisons pourquoi il y eut la création de la loi 101. Maintenant, je vais vous parler du poids financier qui représente les grandes vagues d'immigration pour le Canada. Étant donné que la Syrie a connu une très grosse crise, beaucoup de Syriens ont dû quitter leur pays afin d'éviter une mort quasi certaine.
le Canada a offert généreusement 1,2 milliard afin de nourrir, de loger et d'hospitaliser tous les Syriens qui viendraient dans leur pays, soit 25 000. Donc si on fait 1,2 milliard divisé par 25 000 Syriens, ça fait 48 000 dollars pour chacun d'eux. Certaines personnes pourraient croire que c'est un fardeau de les nourrir, de les loger et de les hospitaliser, pour la simple et bonne raison qu'ils croyaient que cet argent aurait servi pour un autre but. Mais, étant donné que c'est une bonne cause, j'imagine qu'on peut pardonner ça. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a une hausse de criminalité lorsqu'il y a des vagues d'immigration. En fait, le principe est simple. C'est juste que l'État n'a pas su intégrer correctement les nouveaux venus. Donc les nouveaux venus, en ne sachant pas parler la langue du pays qui les héberge, décident de créer des groupes avec qui ils peuvent s'entendre. Ces groupes, avec le temps, prennent de l'ampleur et vont jusqu'à créer des arrondissements. Ces arrondissements sont tellement dangereux que même les policiers et les piétons ont peur d'y mettre le pied. De plus, s'il y avait autrefois des rivalités entre des pays, il pourrait dorénavant en avoir entre des arrondissements. Je vous donne un exemple. De nos jours, il y a une guerre entre l'Inde et le Pakistan pour le Cachemire, je pense. Donc, s'il y avait à Montréal des arrondissements juste d'hindous et juste de pakistanais, il est très probable qu'il y aurait des guerres entre ces deux arrondissements. Donc voilà, cela conclut les points négatifs relatifs à la société qui reçoit des immigrants. Maintenant, je vais vous parler du point positif relatif à la société qui perd des immigrants. Parce que oui, il y a toujours un point positif à tout. Donc le point positif, c'est le fait qu'avec des vagues d'immigration, cela va faire un équilibre de population dans le monde. Je donne un exemple. En Chine, il y a plusieurs milliards d'habitants, soit un humain sur 4 provient de la Chine. Donc s'il venait y avoir des vagues d'immigration chinoise, par exemple vers le Canada, qui est sous-peuplé considérant le large territoire que nous possédons, cela pourrait faire un équilibre de population dans le monde. Au lieu que la Chine soit surpeuplée et soit tous entassés comme des sardines, ils pourraient mieux vivre au Canada, étant donné, pourraient mieux vivre dans n'importe quel autre pays, puisque dans les autres pays, ce n'est pas autant surpeuplé. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler des points négatifs relatifs à la société qui perd. Le premier point négatif qui me vient en tête, c'est le fait que la société qui perd des citoyens perd aussi beaucoup de main-d'œuvre. En perdant de la main-d'œuvre, le pays perd une chance de pouvoir s'industrialiser, pour la simple et bonne raison que sans main-d'œuvre, les industries ne peuvent pas rouler. Et sans rouler, justement, il n'y a pas de productivité. Donc, sans justement l'industrialisation, les pays peuvent vivre dans la misère et dans la famine. Le deuxième exemple négatif relatif à la société qui perd, c'est le fait qu'avec l'immigration, le pays perd beaucoup de cerveaux. Quand je dis qu'un pays perd des cerveaux, c'est le fait que le pays perd ses élites qui lui permettraient de se développer. Et je vous donne un exemple. Prenez l'exemple de Albert Einstein, par exemple. Albert Einstein est allemand. Il a dû quitter l'Allemagne à cause de la politique nazie. S'il serait resté en Allemagne, il aurait forcément été tué. Donc en Allemagne, aux États-Unis, il a pu vivre sa vie calmement là-bas. En développant la bombe nucléaire, c'est à cause de son intelligence que les Américains ont pu gagner la guerre mondiale. Donc, que serait-il arrivé si la politique nazie n'avait jamais vu le jour? Albert Einstein serait forcément resté en Allemagne. Donc, c'est peut-être les Allemands qui auraient développé la bombe atomique. Et ce serait justement les Allemands qui auraient gagné la guerre.
Donc voilà, ça c'est le meilleur exemple concernant la perte de cerveau. Donc maintenant, je viens de faire le tour concernant les points positifs et les points négatifs, et tout cela relatif à la société qui reçoit et sur la société qui perd. Ah oui, j'oubliais, juste une dernière chose. Précédemment, je vous ai dit que le Québec était athée, mais c'est pas vrai. Le Québec est laïque. Et c'est pour cette raison que le Québec a justement laissé d'autres religions venir s'installer au Québec. Parce que pour eux, le catholicisme n'était plus leur centre d'intérêt principal. Merci. Donc, moi, je vais vous parler un peu d'actualité d'aujourd'hui dans le monde entier. Dans le fond, c'est à propos des réfugiés provenant de la Syrie. En fait, les réfugiés de la guerre civile syrienne sont en fait des résidents syriens qui sont partis de leur pays à cause d'une guerre civile qui a éclaté dans leur pays. Et aujourd'hui, ils constituent euh, en 2015 et en 2016 la plus importante population de réfugiés dans le monde, c'est-à-dire on compte environ 4 millions de personnes qui ont fui leur pays. La plupart des 4 millions de personnes qui ont fui le pays euh, se, sont, se sont dirigées vers les pays voisins comme la Jordanie, le Liban, la Turquie, l'Irak ou le Kurdistan irakien. Mais la plupart de ces réfugiés sont partis en Europe. Sinon, le reste sont partis un peu à travers le monde. Par exemple, l'Argentine a accueilli il n'y a pas longtemps plus de 300 familles euh, réfugiés syriens. Plusieurs pays se sont mis en accord de réfugier plusieurs Syriens comme l'Allemagne, la Suède, la France, l'Islande, la Jordanie, le Liban, en fait des pays voisins. Euh, le Royaume-Uni, la Tunisie, la Turquie aussi, mais aussi les États-Unis et le Canada. Du côté des États-Unis, ils se sont mis en accord d'accueillir environ 1800 Syriens dans les années entre 2011 et 2015, mais ils disent qu'ils vont accueillir autour de 8000 réfugiés syriens en 2016. Et après ça, le président Barack Obama annonce que les États-Unis devraient accueillir au moins 10 000 réfugiés syriens en 2016, encore une fois. Mais pourtant, c'est très peu de Syriens. Mais pourtant, les États-Unis avaient accueilli entre 2014 et 2015 plus de 70 000 réfugiés du monde entier. Tandis que le Canada, eux sont. Le Canada est plus ouvert à l'immigration des Syriens. Pendant pendant l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper, il voulait accueillir 10 000 réfugiés syriens, euh, alors que nous avons juste réfugié 2000 entre 2015 et 2015. Euh, 2011 et 2015. Ensuite, quand euh, à la victoire du Parti libéral du Canada, le nouveau premier ministre canadien Justin Trudeau a promis euh, de réfugier environ 10 000 réfugiés syriens, 25 000, pardonnez-moi. Mais finalement, il va modifier son échéancier pour 10 000 réfugiés syriens, mais il en accueillera euh, pendant les années à suivre plus de environ 25 000 réfugiés syriens qui arrivent dans le sol canadien. Cela va conclure euh, l'actualité à propos des Syriens de la Syrie. Mais une question se pose donc à vous. Après nous avoir entendu parler pendant autour d'une heure, pensez-vous qu'on devrait accepter les immigrants dans notre société, comme le pense Justin Trudeau, et encourager la multiculture, ou devrions-nous fermer nos portes à l'immigration euh, car ils amènent trop de problèmes, comme pense M. Trump, qui veut, lui, entre parenthèses, Make America Great Again. Bonjour. Pour mon interview, je vais la faire avec mon père.
Bonjour, mon nom est Toine Nguyen, je suis le père et l'expert de Zoé. Donc, peux-tu nous raconter un peu ton histoire, de où t'es parti pour te rendre jusqu'au Québec? Bon, je suis originaire de Saigon, dans le sud du Vietnam, et le Vietnam est divisé en deux, le nord et le sud. Le nord est communiste et le sud est capitaliste. Et en l'an 1975, le sud est en train de perdre la guerre. Au mois de mai, mon beau-frère m'avait prévenu qu'on allait perdre la capitale du Sud. Il m'a demandé si je voulais quitter le pays avec lui. Et sur ce, je suis allé avec lui dans un camp de Marines pour me cacher. Et le soir de mai, à la fin du mois de mai, on est parti ensemble dans un paquebot. Et on est parti en haute mer en passant par le fleuve Mekong et en passant par le delta pour atteindre la haute mer. Je suis arrivé un bout de temps après, quelques semaines, aux Philippines, dans un camp de Marines aussi, qui s'appelle Gap Gap Beach. C'est un camp de réfugiés où je suis resté 3-4 semaines à peu près. Et après, on a été évacué jusqu'en Californie, aux États-Unis, où on pouvait demander l'asile ou l'immigration dans d'autres pays à partir de la Californie. Sur ce, j'ai demandé à venir au Canada. Je suis parti, j'avais 19 ans et quelques mois, et lorsque je suis arrivé, quelques mois après, je suis arrivé à Montréal, l'aéroport de Mirabel. Étais-tu seul quand tu es arrivé à Montréal? J'avais une cousine qui habitait à Cartierville et je suis allé la rejoindre. Et ma sœur aussi est venue avec son beau-frère. Et as-tu des regrets d'avoir quitté le Vietnam? À l'époque, j'avais 19 ans. Si on m'avait demandé à 19 ans, est-ce que ça te tente de te joindre à nous pour aller au Népal, voir l'Himalaya ou quelque chose comme ça, le Kenya, le safari, j'aurais dit à quelle heure est l'avion. T'étais partant. J'étais partant, je voulais vivre l'aventure et le Canada a toujours été mon pays de rêve. Merci beaucoup. Quel est ton nom et d'où viens-tu? Brunette Saint-Paul, je viens d'Haïti. Avec qui as-tu immigré d'Haïti? Avec mon père et mes sœurs et frères. Pour quelle raison avez-vous immigré? Je sais pas trop là, je veux dire, le Canada était le pays qui nous a offert l'asile, pas l'asile, mais l'hospitalité plutôt. Quel âge avais-tu lorsque tu as immigré? 12 ans. Et pourquoi avez-vous choisi d'immigrer au Québec? C'est pas moi personnellement, c'est la vie qui l'a imposé. Était-ce difficile de s'adapter au mode de vie québécois? Certain, parce que c'est différent. Comment est-ce que c'est différent? La culture est pas pareille. C'était très difficile de s'adapter, de partir d'un pays chaud pour arriver dans un pays où il fait très très froid. Les gens sont pas pareils. Tout ça, ça fait des différences. Préfères-tu vivre en Haïti ou au Québec? C'est un beau mélange des deux. Je veux dire, quand je suis en Haïti, le Québec me manque. Quand je suis au Québec, mon Haïti me manque aussi. Et est-ce que ta religion a nuit à ton adaptation au mode de vie québécois? Pas du tout. Pourquoi? Je sais pas trop parce que la religion n'a rien à voir avec le fait d'être ici. Je suis de religion protestante et certains Québécois le sont aussi. Ça se mélange bien. As-tu été victime de racisme et des stéréotypes qui venaient avec le fait d'être immigrant? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Mon intégration s'est très, très, très bien passée. Peut-être parce que pour moi, je ne vois pas le racisme un peu partout, comme certains autres. Mais dans mon cas, ça s'est super, super bien passé. Tant mieux!
Bonjour. Bonjour, Quel est votre nom? mon nom s'appelle Chanari San. De quelle origine êtes-vous? Je suis cambodgienne. Quel âge avez-vous? Présentement, 56 ans. En quelle année vous avez immigré au Canada? 1981. 1981. Pourquoi vous avez immigré? Pour quelle cause? Parce que c'est la guerre à mon pays. OK. Est-ce que vous voulez expliquer comment, par des étapes rendues au Canada, c'est-à-dire, premièrement, vous étiez... Premièrement, ben, j'ai passé dans la forêt. OK. Est-ce que Après ça, est-ce que vous étiez tout seul ou accompagné? accompagné avec grands-parents. Non, c'est pas grands-parents, mon oncle, Oui. ma fille, à peu près 6-7 personnes. OK. Et puis ça, j'ai marché dans la forêt à peu près une nuit et 2 jours. Arrivé au camp, premier camp. Après ça, traverser la nuit encore pour le deuxième camp, les grands camps réfugiés. Camps réfugiés? Khamidang, oui. Ça, c'est au Cambodge ou Aux frontières Thaïlande. aux frontières de Thaïlande? OK. Ouais, frontière Donc- Thaïlande s'appelle camp Khamidang. OK. Donc, vous avez couru dans la forêt, vous vous êtes dirigé vers... Au Cambodge jusqu'à premier camp, c'est la nuit. Dans la nuit, en nuit 2 jours. Et deuxième camp, Ok. c'est la nuit aussi jusqu'à demain matin. Pour arriver au camp Khamidang, le camp des réfugiés que Ok. le gouvernement... Et rendu au camp, vous avez fait quoi? j'ai pas rien de travailler parce que dans le camp, on ne peut pas sortir à gauche, à droite. On reste dans le camp pour attendre Ok. le gouvernement parrainer. Et comment vous avez fait pour aller au Canada si vous étiez au camp? Après sortir au camp, on attend les pays qui veulent choisir. Après, l'immigration au Canada qui a choisi pour aller ici, Au Canada, au Canada, par l'avion. par l'avion. Ouais. OK. Et quel âge avez-vous lorsque vous étiez rendu au Canada? Ça, 25 ans. 25 ans. 24 ou 25 ans. Est-ce que vous avez des regrets de venir au Canada? Jamais regretté. Je suis très heureux de rester au Canada parce que mon pays, il y a la guerre. Est-ce que le fait de s'établir à Montréal vous a empêché de pratiquer votre religion, c'est-à-dire la religion bouddhiste? Non, personne n'a empêché. Personne ne vous a empêché? Non, non. Est-ce que vous étiez à l'aise dans la société à Montréal? Est-ce que Ouais. les gens étaient Très sympathiques? gentil, sympathique. Donc, vous avez eu Non, pas de aucun problème. problème avec la population ici? Non, Ni de pas du racisme? tout. Non, non Pas de plus, pas racisme. de racisme. D'accord, merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Leonardo.